Bonjour, chers apprenants juristes. Comme convenu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le cours de droit international, qui constitue une matière fondamentale de la troisième année. Tout ce que nous allons aborder lors de ces différents modules se fait sous le regard du professeur Abdou Khadre Diop, professeur émérité et agrégé des facultés de sciences juridiques et politiques. Avant d'entrer dans le fond du cours, nous allons cerner la définition et je pense qu'il est judicieux de vous enseigner quelque chose qui n'existe pas. Il s'agit en réalité de faire un clin d'œil aux négateurs du droit international, ce qui nie à cette matière une existence juridique. Donc, sans plus tarder, chers apprenants, nous allons aménager les grandes lignes qui composent le cours du droit international approfondi. Pour plus d'informations, le sommaire que nous allons décortiquer ci-dessus correspond à cette discipline juridique qui a jalonné des controverses doctrinales. Qu'est-ce que le droit international? Essayer de répondre à une telle interrogation suppose une remarque préalable. Avant de définir la notion de droit international, il faut retenir que le mot droit signifie un ensemble de règles. Et toute règle a un destinataire. Ce dernier est donc un sujet de droit, car il est soumis. Ceux à qui le droit n'est pas soumis sont les objets de droit. En tant que corps de règles, le droit international public a ses propres sujets. Il est défini en fonction de ces 10 sujets. Le droit international public se définit dans une première approche comme étant l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre sujets indépendants du droit international, c'est-à-dire les États. Cette définition constitue une reprise de la formule employée par la Cour permanente de justice internationale. Donc, pour résumer, le droit international public est constitué par l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent au sujet de la société internationale, c'est-à-dire aux États et aux organisations internationales. Et exceptionnellement, même si l'exception se fait de moins en moins rare aux individus. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport à la définition du droit international. Il est toujours important de le rappeler que la doctrine a tenté de donner une réponse sur le fondement du droit international, mais les positions restent toujours différentes. Sans plus tarder, nous verrons l'approche naturaliste du droit international. Selon cette approche naturaliste, le postulat qu'ils défendent, c'est la théorie du droit naturel. Pour eux, le droit international lié au droit naturel n'est pas créé par les États. Il ne sort pas de leur libre consentement. Donc, c'est un ensemble de règles objectives inhérentes à la nature, c'est-à-dire à la solidarité des peuples. Les États ne le font pas naître par un acte de volonté. Ils le découvrent par un acte d'intelligence. Donc, selon cette approche naturaliste, il défend des conceptions qui ont eu le mérite de répandre l'idée de la soumission de l'État au droit et de permettre une critique des règles établies par les États eux-mêmes, en les confrontant au droit naturel. Certains même ont soutenu, alors que la conformité avec le droit naturel était la condition de validité du droit positif. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport au postulat défendu par cette approche naturaliste. Donc, après avoir démontré le postulat défendu par l'approche naturaliste du droit international, nous allons maintenant nous pencher sur l'approche positiviste du droit international. Les positivistes admettent que le droit n'est pas créé par l'État. Il est un fait social dérivant de la vie en société. Par conséquent, un État ne peut pas arbitrairement
créer n'importe quel droit selon cette approche. Donc, il doit tenir compte des nécessités sociales. Mais si l'État n'est pas le créateur du droit au point de vue matériel, son intervention est nécessaire au point de vue formel. Il faut en effet que l'État donne son empreinte au droit issu de la vie sociale pour que la norme devienne la règle de droit. Mais également, il doit nécessairement intervenir pour que la règle devienne obligatoire. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport à l'approche positiviste du droit international. Nous allons maintenant nous intéresser sur la pensée objectiviste. Selon cette courant de pensée, elle défend l'idée selon laquelle la règle internationale existe en dehors de la volonté des États. Autrement dit, le droit trouverait alors son fondement dans une volonté, une norme, un principe qui serait extérieur et supérieur à la volonté de l'État. Il reste alors à définir en quoi cette volonté extérieure consiste-t-elle. Et naturellement, plusieurs conceptions ont vu naître le jour à travers des positions différentes. Il s'agit également de la théorie du droit naturel de Grotius, mais également du courant de pensée normativiste de Kelsen. Voilà ce qu'on pouvait retenir en quelque sorte par rapport à cette courant de pensée objectiviste. Donc, d'après Kelsen, dans sa conception, l'État étant supérieur, doué de volonté et entièrement fictive. Sa théorie entend débarrasser cette conception de ses impuretés. Pour définir une conception nouvelle du droit, la théorie pure du droit, le monde juridique va ainsi se présenter comme une pyramide de normes superposées et l'État se ramène à un ensemble de règles qui sont établies conformément aux règles de l'ensemble de la société internationale. Comme il l'écrit, ni la volonté de l'État, ni la volonté des parties contractantes ne sont pas la source suprême du droit, car les volontés n'obligent que sur la base d'une règle. Dans le système de Kelsen, le droit international va apparaître comme le droit de la société globale. On passera ainsi du droit international au droit interne par un système cohérent de règles qui s'emboîtent en quelque sorte les unes dans les autres. C'est ce que Kelsen appelle le système pyramidal de normes. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport à cette courant de pensée défendue par Kelsen. Par rapport à la juridicité du droit international, ici il s'agit d'un faux problème de l'inexistence des règles du droit international. Les négateurs ont brandi l'inexistence de sanctions en droit international, mais en réalité l'application de la sanction est la condition de l'efficacité du droit et non de son existence. Même dans les autres matières juridiques, il arrive qu'il y ait une absence de sanctions sans pour autant que leur juridicité soit remise en cause. Les destinataires des règles du droit international public sont conscients de l'obligation qui pèse sur eux. Les négateurs ont en outre avancé l'idée selon laquelle il n'y a pas eu de législateur international. En fait, cela ne prive pas le droit international de règles effectives. Car par comparaison, les sociétés primitives n'avaient pas d'État et pourtant, elles fonctionnaient par des règles coutumières qu'elles ont conçues et qu'elles se faisaient appliquer. Dans le droit international, les États sont les concepteurs et les destinataires des règles du droit international. Dans le droit interne, ce sont les hommes qui se démasquent de costumes de législateurs pour produire les lois qui s'appliqueront à eux. De la même manière, les États se démasquent dans le costume de concepteurs des règles internationales qui s'appliqueront à eux aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport aux défauts de caractère juridique de ces règles qui ont été brandies par des négateurs par rapport à son existence, mais il reste malgré tout un corps de normes effectives.
Donc, pour résumer, à la suite de ces explications, retenez que le droit international public ne saurait être une matière autonome sans ses sujets et ses sources qui lui sont propres. En droit international, comme toute autre branche du droit, il existe des controverses doctrinales qui ont jalonné le fondement de cette matière. Puisque tout droit est appelé à s'appliquer, il convient de procéder par une démarche didactique qui privilégie la présentation au préalable des sources avant de se pencher sur ces sujets. Donc, on se donne rendez-vous pour aborder une nouvelle séquence par rapport aux sources du droit international.